Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler de l'iPhone 14 Plus qui se vend pas plus que ça. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le lundi 24 octobre 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. J'ai vu que Fanny voulait pas aller travailler. Alors un message d'encouragement pour Fanny. C'est lundi, faut aller travailler. Voilà. Message d'encouragement. T'as pas le choix. Non, allez, un petit peu de motivation, hein. Moi aussi, il m'en faut ce matin. Mal dormi cette nuit. Ça arrive. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Est-ce que vous avez tous passé un très bon week-end? J'ai toujours une araignée au plafond. Ouais, ça bouge pas. Par contre, ce qui bouge, vous avez vu, il y a des nouveaux trucs au niveau du... Ah, il est où le logo? Là. HelloFresh. Et là, HelloFresh. Et oui, on a un nouveau sponsor aujourd'hui, c'est HelloFresh. Je vous en reparlerai bien évidemment après la revue de presse, hein. On fera une commande en fait HelloFresh ensemble parce que moi je découvre HelloFresh. Donc l'histoire c'est de partager un petit peu l'expérience avec vous. Mais pour les plus impatients ou ceux qui connaissent déjà HelloFresh mais qui voudraient bénéficier de la promotion, on a toutes les indications ici, si je pointe au bon endroit de la caméra. Voilà. En tout cas, merci HelloFresh de sponsoriser le mug aujourd'hui et dans les jours à venir. On va faire toute l'expérience. On va commander, je vous montrerai l'unboxing vendredi. Enfin, il y a tout un truc qui est prévu. Vraiment très bien. Non, le sponsor n'est pas de HelloFresh, c'est HelloFresh. T'as pas le choix, c'est des encouragements de patron. Mais non, un patron serait beaucoup plus dans la séduction que ça. Vraiment, à l'eau fraîche, vous êtes, oh là, allô, quoi. Aïe, 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 ça commence bien. Ça commence bien. On va cuisiner. Non, on n'est pas vraiment équipé pour cuisiner ici. Non, on l'aurait fait, bien évidemment. Mais on vous montrera tout ça. Vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer sur HelloFresh. Hey, HelloFresh, allez-y pour vos jeux de mots. Euh, oui, oui, Samuel, je tâcherai de faire attention. Euh, Pourquoi ASMR dans la voix ce matin? Où j'ai petite fin de rhume. Hein? T'as bien un Samsung qui traîne pour chauffer. Mauvaise langue, Golek. Ah, ça commence bien. Ça commence bien, ça commence bien. Petite pensée à ceux qui doivent aller travailler depuis mon canapé. C'est pas gentil ça, Locon. C'est pas très gentil. Voilà, et écoutez, je vous propose qu'on regarde ensemble le sommaire du jour, de quoi on va parler ce matin. Alors, c'est un lundi matin, vous savez que le lundi, il n'y a pas, parfois le week-end, il n'y a pas énormément de news tech. Je racle un peu les fonds de tiroir, mais ça va peut-être être l'occasion de discuter d'autres choses et d'aller dans les graviers gaiement. On va commencer effectivement avec un article sur le dernier iPhone 14 ne se vend pas. Apple admet la défaite. C'est la défaite d'Apple. Alors, pour décortiquer un petit peu le titre de Jeux Vidéo Tech, c'est l'iPhone 14 Plus qui ne se vend pas. On n'a pas encore énormément d'infos sur l'iPhone 14, mais je vous expliquerai tout ça. Nous parlerons également de Google Wallet, ex-Google Pay, peine à s'imposer dans les banques traditionnelles. Le pourquoi du comment. C'est un article de Frandroid. Nous reviendrons chez Jeux Vidéo Tech et nous parlerons d'une Apple Watch série 8. S'il n'avait pas acheté une Apple série 8, il serait mort. Du coup, Tim Cook lui répond. Non, c'est les titres énigmatiques, hein, les nouveaux putaclics, c'est « Je ne comprends rien à ton titre ». Enfin, on dirait le début d'une histoire de Halloween, quoi. S'il n'avait pas acheté l'Apple Watch 8, il serait mort. Tim Cook lui répond.
Ça aurait été Steve Jobs qui lui répondait, là on aurait été dans une vraie histoire d'Halloween. Donc il y a peut-être ça qui varie un petit peu. Voilà. Je vous expliquerai l'histoire. On parlera un peu de vos usages de vos iPhones, en tout cas ceux qui ont des iPhones. Arrêtez de mettre votre iPhone en mode économie d'énergie tout le temps. Ça ne sert pas à grand-chose. Je vous expliquerai parce qu'il y a des débats aujourd'hui. Faut-il mettre son iPhone en économie d'énergie? La sobriété au fond de votre poche. On décortiquera un petit peu ce que c'est que ce mode économie d'énergie et comment il fonctionne. Nous parlerons également de jeux vidéo. C'est vrai que pourquoi cette fenêtre de... Ah, j'arrive pas à la fermer, voilà. Call of Duty Modern Warfare, mission Amsterdam, troublante de réalisme, une vidéo pour comparer. On regardera ensemble effectivement une vidéo de Call of Duty Modern Warfare. Vous verrez, la mission Amsterdam est assez dingue. Et bien sûr, nous parlerons de notre merveilleux sponsor du jour, HelloFresh, comme je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, HelloFresh, et on fera une commande ensemble d'HelloFresh, et puis après, si on a du temps, déjà, vous aurez peut-être des questions sur HelloFresh, vous aurez peut-être d'autres questions, donc on aura le temps pour faire un camp de fac. J'étais en train de lire en même temps le train de la brousse. Et nous sommes arrivés à lancer le train de la hype. Un grand merci à Polaire75. 31e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Le train de la hype vient de démarrer sur notre chaîne. Merci aussi à Laclos. Son 29e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Historique Chronique pour ton 4e mois d'abonnement. T'es pas encore arrivé où c'est pas de l'amour, c'est pas de la rage. Ça viendra. Alissa s'en rapproche avec son 17e mois d'abonnement. Camembert également. Il a offert 5 abonnements communautaires. Un grand merci à toi. Camembert, c'est toujours bon le camembert au petit déjeuner. Moi, j'adore le camembert au petit déjeuner. Poppy, 21 000, 22e mois d'abonnement. Un grand merci à toi. Altaran également. Tarzan du 78.5 a pris son abonnement Prime. Merci Alex en conscience également. Yoda 179. Et oui, il y a 179 Yoda. Vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. Mais tout ça, c'était hier. Mais un grand merci à ceux qui ont contribué hier. Et merci Vagou également pour ton 13e mois d'abonnement. Un grand merci à vous les contributeurs. Voilà. On va lancer le Kawa. Et dans le Kawa ce matin, on va parler de la déconfiture d'Apple, la déconfiture de pommes, les problèmes chez Apple. Ça, c'est le genre de sujet qu'on adore cliquer. Et ben nous, bien sûr, nous avons succombé, nous avons cliqué également. Titre de jeux vidéo tech, de JV Tech. Le dernier iPhone 14 ne se vend pas. Apple admet la défaite. Et oui, l'Apple 2022 n'est pas une année de folie pour l'iPhone. Ça, tu m'étonnes. Particulièrement pour les modèles de base de l'iPhone 14. Ce dernier n'apporte que peu de changements par rapport à l'excellent iPhone 13. Vous avez peut-être vu notre vidéo. iPhone 14, c'est une blague. Effectivement, nous, on ne pense pas du bien de l'iPhone 14. C'est pas tout à fait exactement la même chose pour l'iPhone 14 Pro, mais là, on parle bien de l'iPhone 14. Mais on parle plus spécifiquement de l'iPhone 14 Plus. Celui qui est sorti il y a 2 semaines, il est sorti en retard par rapport à l'iPhone 14. Eh bien, ce qui pouvait en revanche faire pencher la balance en faveur des iPhone 14 tout court, c'est l'iPhone 14 Plus. L'idée derrière ce nouveau modèle, c'était de proposer un écran plus grand sans forcément opter pour l'iPhone 14 Pro Max qui coûte un bras. Un beau concept dans l'idéal, mais dans la réalité, tout ne s'est pas passé comme prévu. Et seulement 2 semaines après la sortie retardée de l'iPhone 14 Plus, Apple informe ses fabricants qu'ils vont réduire la production. Il est fort probable que même chez Apple, ces résultats étaient plus qu'inattendus.
Alors que les ventes modérées de l'iPhone 14 pouvaient être à prévoir avec le peu de nouveautés apportées, l'iPhone 14 Plus devait être le centre de l'attention cette année. Il n'y avait qu'à voir le site Apple, la marque de Cupertino mise tout sur le plus grand des iPhones avec une plus grande autonomie jamais vue sur un iPhone. Mais il semblerait que le consommateur ne soit pas très convaincu par ce nouveau grand format et les chiffres le prouvent. Selon le média Digitime, de nombreux acteurs de la chaîne de production des derniers iPhones ont reçu une consigne de la part d'Apple demandant de réduire la production de pas moins de 40%. Sur les marchés sauf la Chine, tous les marchés sauf la Chine semblent bouder ce nouveau format. Pour prendre une décision pareille, Tim Cook a dû être témoin de ventes désastreuses depuis la sortie de l'iPhone 14 Plus le 7 octobre. Seulement 2 semaines ont suffi pour attester de la gravité de la situation. Digitime confirme que la production de l'iPhone 14 Plus baisse donc à 10 millions d'unités, donc 40% de moins que ce qui était prévu. Rappelons tout de même que si l'iPhone Plus existe, c'est parce qu'il remplace l'iPhone 13 mini de l'année dernière, qui avait fait un flop, véritable inverse de la stratégie de 2022. Le 13 mini était un petit format qui reprenait la forme du 13 dans un petit écran. Cette année, Apple s'est dit, les gens ne veulent pas du petit, on va leur filer du grand. Mais faute de vente suffisante, la version mini disparaît au profit d'un nouveau Plus. Et v'là-t-il pas que l'iPhone 14 Plus réalise un départ encore plus bancal que l'iPhone 13 mini. En effet, les précommandes sont encore moins nombreuses et le mini, du coup, jubile dans son coin, abandonné pour des chiffres moins pires que l'iPhone 14 Plus. Donc en fait, on se retrouve, et là je me tourne vers vous, on se retrouve dans une situation intéressante à analyser. Donc Apple a une stratégie d'avoir un iPhone 14 de base, un iPhone 14 Plus. On a vu que cette année, ils ont essayé d'agrandir l'écart entre le 14 et le 14 Pro. Pardon, le 14 Pro. Le 14 ressemble vraiment, vraiment beaucoup au 13, on l'a suffisamment dit. Mais en plus, ils offrent une option. Donc, côté Pro, on peut avoir le Max, donc grande taille, plus grande batterie, mais c'est tout par rapport au Pro. Et ils ont essayé de faire la même chose sur le 14 de base, en se disant il y a des gens qui ne veulent pas prendre le Pro, mais qui veulent peut-être profiter du plus grand écran et de plus de batterie. L'année dernière et l'année d'avant, ils avaient essayé de faire le contraire, de faire en plus petit une miniaturisation en fait de l'iPhone, et les chiffres de vente se sont avérés très décevants. Apple a décidé d'arrêter en se disant en fait, ce que les gens sont prêts à payer plus cher pour avoir plus de batterie et plus d'écran, mais ne sont pas prêts à payer pour avoir un iPhone plus petit avec moins de batterie. Le raisonnement, intellectuellement, il est correct. On aurait pu l'avoir ici. En fait, il s'avère que les gens ne veulent pas ça. Et ça, c'est intéressant. En gros, ça voudrait dire que les gens veulent bien un iPhone 14, mais ils ne veulent pas une option, en fait. Ils ne veulent pas une option. Finalement, peut-être que Apple va revenir au mini, du coup. S'ils le veulent, mais pas à 1 000 €. Forcément, sur Newt, le plus, il doit être un peu plus cher que le pas plus. Un peu plus cher que le pas plus, quoi. Ou alors, c'est les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Moi, je pense que... En fait, l'achat d'un smartphone, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Pour un acheteur, je ne parle pas forcément de nous, parce que nous, on est des technophiles, on a une manière d'acheter nos smartphones avec des critères qui sont très différents. Mais je pense que bien sûr, la batterie est quelque chose de très important pour les gens, un grand écran. Mais quand il y a aussi peu de différence avec l'iPhone 13 de l'année dernière... Je pense que l'option pâtit encore plus que l'iPhone 14. Et je pense aussi que du coup, l'écart avec le Pro, il n'est pas assez important. Donc en fait, les gens, soit ils prennent un iPhone 14 pour payer le moins cher possible. Après, s'ils ne sont pas cons, ils vont surtout prendre un 13. C'est notre conseil d'ailleurs, c'est d'acheter le 13 et pas le 14. S'ils veulent vraiment mettre plus d'argent, ils vont prendre un Pro en fait.
Le 12 et le 14 se ressemblent. Oui, oui, ils se ressemblent beaucoup aussi, hein. Mais encore plus le 13 et le 14. Il y a quand même eu des changements entre le 12 et le 13, hein. Non, c'est sûr que c'est pas une année de gros renouvellement, mais quand même. Moi, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. En fait, les gens, je pense, quitte à mettre plus cher, quitte à prendre des options, ils vont prendre le Pro. En fait, Apple aurait très bien pu lancer le 14 Pro, le 14 Max. Et point à la ligne. Ce qu'ils avaient fait, hein, pour le 12 d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Les gens attendent 2023 pour avoir l'USB-C. Oui, après, en fait, n'oubliez pas un truc, c'est que ceux qui achètent l'iPhone 14 cette année ou le 13 cette année, c'est aussi des gens parce que leur iPhone est en panne ou il est vraiment en bout de course, quoi. Il y a un truc souvent que vous mélangez, je le vois bien dans vos commentaires sur les vidéos. Quand je dis n'achetez pas l'iPhone 14 ou n'achetez pas un tel si vous avez tel ou tel. En fait, ça veut dire ou n'achetez pas, plutôt, n'achetez pas tel téléphone, il est trop vieux. En fait, tous ceux qui l'ont, l'iPhone dont je parle, disent mais non, il n'est pas trop vieux, moi, il marche encore. Je parle à ceux qui sont en train de renouveler, en fait, leur iPhone. En gros, la règle, elle est simple, la règle Take Your Time. Si votre iPhone marche toujours et que vous en êtes content, si, même s'il est un petit peu lent sur deux, trois trucs, mais qui fait tout ce que vous lui demandez, attendez avant de renouveler, c'est tout. Après, si votre iPhone est en panne et que la réparation ne vaut vraiment pas le coup, ou que vraiment vous avez des lenteurs dans l'utilisation de votre iPhone, donc son usage diminue pour vous, oui, c'est le moment de changer. Take Your Time ne veut pas dire s'acharner aussi sur un truc en fin de vie, hein. Oui, j'ai vu l'histoire de Tim Cook avec le drapeau au Grand Prix. Ça n'avait pas l'air de l'intéresser, ouais. On peut acheter toujours le nouvel iPhone et revendre le précédent à bon prix. Oui, c'est une stratégie. Je sais que certains d'entre vous l'utilisent. Why not? C'est ce qu'il faut pas faire, c'est bien sûr acheter un iPhone tous les ans et le garder dans le tiroir, l'ancien. Ça, c'est sûr. L'USB-C, ça fait pas kiffer le grand public et s'en foutent. Ça se discute. Ça se discute, ça se discute. Il a fait quoi, Tim? Non, il était au Grand Prix au Texas, Grand Prix de Formule 1. Et on lui avait donné le drapeau à damier là, à agiter. Et généralement, bah, quand tu es passionné de course automobile, tu as un certain enthousiasme avec ce drapeau. Et là, Tim Cook, on sentait qu'il en avait mais rien à foutre. Il agitait le drapeau comme le drapeau de la défaite, quoi. Donc ça a fait réagir tout le monde. Enfin, tous les passionnés de Formule 1, quoi. Pour la petite histoire. Mais qui conserve des iPhones qui valent encore plus de 1 000 € dans son tiroir? Il y en a un, Evie Barrel, et plus que tu ne le crois. Oh, je sais pas s'il avait d'autres tensions, Tim Cook, hier, mais je pense surtout que la Formule 1 ne l'intéresse pas du tout. Et que ça faisait partie d'une OP de communication RP, mais ça le saoulait, quoi. Il avait probablement autre chose à faire. Puis dites-vous qu'à ce niveau de travail, vos rares temps libres, et j'espère pour lui qu'il garde quand même des dimanches, je pense qu'il doit bosser un peu le dimanche, si en plus tu dois aller faire des RP, les rares temps libres que tu as, moi ça me ferait chier. Moi qui aime pas, enfin je suis pas du tout intéressé par la Formule 1, j'aurais bien laissé mon drapeau à quelqu'un. Ça y est, on se retrouve à parler du drapeau alors qu'on était sur l'iPhone 14 Pro qui va mal, Apple en chute libre.
Par contre, les gens, faut arrêter de dire qu'Apple aurait pu mettre de l'USB-C dans l'iPhone 14. C'est techniquement impossible, vu que la directive européenne datait de 2022 à ce stade. Je suis pas d'accord avec toi, Fabrice. S'ils avaient pris la décision, ils auraient pu mettre de l'USB-C depuis longtemps dans les iPhones. Mais ils ont voulu profiter le plus longtemps possible de l'argent que leur rapportait le Lightning. Ouais. L'action Apple se porte très bien. Alors techniquement, elle a baissé hier, mais elle est remontée. En fait, il y a des signaux qui sont pas extraordinaires pour Apple, mais de toute façon, il y a pas de bons signaux pour la bourse en général. Chaque fois qu'on fait une news Apple ou qu'il y a une sortie, il y en a toujours pour me dire regarde, l'action Apple a baissé. Cette info n'est pas intéressante si le reste du marché baisse aussi, en fait. Ça n'a. Souvent, certains se disent ah là, l'action vient de baisser, donc ça veut dire que les gens sont pas. En fait, les actions ne fonctionnent pas sur le même rythme que la sortie des iPhones. Et si une action baisse alors que l'ensemble du marché baisse, c'est pas une info essentielle, en fait. Je suis pas certain que l'attente de la prise USB-C soit un facteur prépondérant pour les mauvaises ventes d'iPhone de cette année. D'abord, reste à confirmer qu'elles sont mauvaises. Là, on est en train de parler de l'iPhone 14 Plus. Moi, je pense que les gens ont autre chose à faire cette année que d'acheter un iPhone. Ils ont d'autres préoccupations, ils ont d'autres angoisses. Et l'ensemble du marché des smartphones va être frappé de ça. Pas que Apple avec son iPhone. Je pense que même l'ensemble du marché de la consommation, on verra à Noël. Mais moi, je prédis, à moins que la situation s'arrange d'ici Noël, mais ça m'étonnerait beaucoup. Et puis, de toute façon, il y a de la crise de l'énergie, elle est là pour plusieurs mois. Je pense que les gens ont d'autres trucs à penser que de renouveler leur smartphone cette année. Je pense pas que l'écologie pèse énormément non plus dans la balance. J'aimerais bien, hein, virtual, mais je pense pas. Je pense juste que les gens ont, et moi le premier, et vous aussi, on a d'autres sujets de préoccupation cette année, quoi. Pas que en Europe, hein, aux États-Unis aussi, alors à leur niveau, mais la crise énergétique, ils la prennent. Hein. Donc je pense que c'est surtout ça qui génère. Mais encore une fois, il n'y aura pas que Apple. L'ensemble des biens de consommation va prendre dans la gueule, c'est clair. Ça va être un Noël de crise, on n'est plus du tout dans... Et puis les gens ont claqué l'argent qu'ils ont épargné, entre guillemets, pendant les confinements. C'est fini ça. C'est fini, c'est fini. Voilà, voilà. Voilà en tout cas pour la première news. Je vous propose de passer à la seconde. Nous allons parler de Google Wallet. Google Wallet qui s'appelait avant Google Pay. Pourquoi Google Wallet ne s'impose pas dans les banques traditionnelles, en tout cas en France, mais même au niveau international? Voilà maintenant près de 4 ans que Google a mis en place son système de paiement mobile en France. Et malgré quelques disparités géographiques dans le monde, on ne peut pas dire que le succès soit au rendez-vous. Un constat qui prend sa source via divers facteurs, mais surtout lié au fait que les banques traditionnelles boudent littéralement le service au profit de solutions mieux ancrées dans le paysage, comme l'inévitable Apple Pay. Apple Pay, ça cartonne, mais Google Wallet, ça cartonne pas. Pourquoi ? En 2022, les paiements via solutions mobiles représentent désormais près de 3% des opérations. Ça peut vous sembler peu, mais c'est une augmentation de 177% par rapport à l'année précédente. Donc ça a vraiment le vent en poupe. Ceux qui utilisent leur smartphone pour payer, leur smartwatch pour payer. C'est donc les solutions mobiles de paiement. Et non pas, à ne pas confondre avec le sans contact. Hein. C'est juste que vous avez mis votre carte dans votre smartwatch ou dans votre smartphone et que vous payez comme ça. Ça représente aujourd'hui 3% des opérations. En 2022, seules 13 banques en ligne et néobanques sont compatibles Google Wallet, comme Boursorama, Banque N26, Hello Bank ou Revolut. Aucune banque traditionnelle n'a encore franchi le pas. Détaillons les raisons pour lesquelles Google Wallet est encore aux abonnés absents dans les banques traditionnelles en France. L'arrivée d'abord
Arrivé d'abord aux États-Unis en 2011 sous le nom de Google Wallet, la plateforme avait finalement les mêmes ambitions que celles d'aujourd'hui, à une exception près. Le principe était de pouvoir stocker les cartes de débit, de crédit, de fidélité et même les cartes cadeaux dans son smartphone en utilisant les puces NFC, NFC de ces derniers pour valider via un terminal compatible. Une application qui ne faisait cependant pas encore office de moyen de paiement dématérialisé jusqu'à l'arrivée d'Android Pay en 2015, avec lequel il a fusionné pour être renommé en Google Pay en 2018, supprimant au passage les fonctions de portefeuille numérique. Tout cela a été rebaptisé récemment Google Wallet et unifié dans une seule plateforme. Vous avez suivi? En gros, ça a commencé comme Google Wallet. Après, il y a eu Android Pay. Après, il y a eu Google Pay. Et finalement, c'est redevenu Google Wallet. Déjà là, ça fait un peu, je sais pas trop. Je suis pas sûr de mon coup. En tout cas, les banques traditionnelles ont préféré l'approche plus simple d'un Apple Pay, malgré le fait d'ailleurs que Google n'encaisse aucune commission sur les transactions effectuées via sa plateforme, contrairement à Apple, qui prend un petit pourcentage. Pour Google Wallet, c'est aussi une volonté stratégique de la part de la firme de Mountain View qui a préféré, dès son intégration en France, miser sur les banques en ligne et les néobanques, laissant le champ libre à Apple en ce qui concerne les banques traditionnelles. Une stratégie qui aurait pu s'avérer payante si le timing de sortie avait été le bon, les services concurrents étant déjà bien implantés aussi sur ce marché. Les e-wallets étant largement mis en avance sur des appareils et montres connectés dont l'usage s'y prête parfaitement, mais c'est malheureusement pas avec une Pixel Watch décevante et l'arrivée bien trop tard pour s'imposer face aux Apple Watch et autres Galaxy Watch chez Samsung que Google va grappiller des parts de marché pour faire imposer son écosystème. Et même si les modèles de montres tournant actuellement sur Wear OS sont bien compatibles avec Google Wallet, l'usage est encore trop peu répandu pour être véritablement significatif. De plus, le paiement sans contact par carte est aujourd'hui bien plus ancré dans les habitudes. Selon l'observatoire CIBI, les derniers représentent 59% des paiements par carte en magasin, avec 72% du panier moyen entre 0 et 50 euros. Un argument considérable pour les établissements bancaires classiques qui ne voient encore que peu d'intérêt à intégrer la solution de Google dans leur offre. Sur Internet, le constat est sensiblement similaire, mais on remarque que les habitudes sont un peu différentes, avec un PayPal qui a largement pris la tangente sur la majorité des sites marchands. De plus, avec les nouvelles mesures des banques pour lutter contre la fraude et l'achat sur Internet, les 2FA, virements instantanés, etc., le paiement par carte est encore largement répandu et les solutions de Google peinent à convaincre les e-commerçants malgré une intégration facilitée des API. On voit souvent sur les sites de vente aujourd'hui, on peut payer par Apple Pay, on peut payer par PayPal, on peut payer avec sa carte bleue, mais on ne peut pas payer avec Google Wallet. Si Google était finalement précurseur en lançant Google Wallet en 2011, il s'est largement fait distancier par un certain Apple Pay sur le terrain qui n'avait pas encore conquis malgré son potentiel. Depuis 2014, la plateforme de paiement d'Apple connaît un succès et le taux de transformation sans commune mesure avec celui de Google. Apple Pay est bien plus implémenté chez les banques traditionnelles et est présent sur une majorité d'établissements bancaires, qu'ils soient dématérialisés ou non. Pire encore, Google se voit rattrapé et même dépassé par d'autres acteurs comme le Samsung Wallet, anciennement Samsung Pay. Celui-ci jouit d'un taux d'adoption sur les smartphones de la marque sud-coréenne plus important que celui de Google même. Donc, quel avenir pour Google Wallet ? Est-ce que certains d'entre vous utilisent Google Wallet ? Je devrais peut-être faire un petit sondage. Je vais demander surtout, est-ce que vous utilisez du paiement mobile ? Alors, sondage. Hop. Paiement mobile. Merde. Paiement mobile. Vous utilisez Apple Pay. Alors, paiement mobile, on est d'accord que c'est vous payez avec votre smartphone ou votre smartwatch.
Hein, c'est pas un autre système. Hein. Ça remplace votre carte bleue en fait. Donc Apple Pay, Samsung Wallet, Google Wallet, autre, non, pas de paiement mobile. Pas de paiement. Merde, ça rentre pas. Non. Pas. Alors j'enlève le 2. On va parler en mobile. Ok, je corrige la faute. Comme il est un peu plus long, je vais mettre une durée de 5 minutes. Et c'est parti, je commence le sondage. Donc vous allez pouvoir, vous inquiétez pas, si vous avez BlackBerry Wallet, vous cochez autre. Mais est-ce que vous utilisez en fait le paiement mobile? Est-ce que vous avez remplacé votre carte bleue, votre carte bancaire, on ne dit plus carte bleue, par une solution de paiement mobile en fait? Je sors jamais ma carte bleue, je paye que par Apple Pay. Moi, c'est pareil. Apple Pay a complètement remplacé mes cartes bleues, puisque j'ai toutes mes cartes, j'ai quasiment toutes mes cartes bleues sur carte bancaire sur mon Apple Watch. Et comme c'est pas limité à 50 euros, je paye énormément de choses avec Apple Pay, moi. Oui, oui, après, votre banque est peut-être pas compatible hein, avec les paiements mobiles. Hein. Il y en a encore, hein. Même avec Apple Pay. Hein. J'utilise encore ma carte physique, mais j'utilise Apple Pay pour du paiement en ligne, d'accord. J'aurais dû poser une autre question, parce que moi, je sais que je paye tout en paiement mobile, mais j'ai quand même mes cartes bleues sur moi. Le truc, c'est qu'elles sont plus forcément dans ma poche, mais je suis quand même encore rassuré par le fait d'avoir mes cartes bleues avec moi, ce qui est un peu antinomique. En tout cas, vous êtes 56% à utiliser Apple Pay. C'est impressionnant. Hein. Comme Apple Pay a vraiment un taux de transformation dingue. Vous êtes pas mal à utiliser Google Wallet, 11%. Vous êtes 28% à pas utiliser le paiement mobile. Vous êtes que 2% à utiliser Samsung Wallet et 3% à utiliser un autre système de paiement mobile. Hein. Plus rien, toi, même plus de clé de maison. Ah ouais, t'es complètement passé. Le vote, il doit apparaître normalement sur ton Twitch. Moi, alors après, dans l'absolu, moins j'ai à sortir ma carte bancaire. Putain, désolé, hein. Pendant longtemps, ça s'est appelé carte bleue, donc les gens de ma génération, on va souvent dire carte bleue. Eh ouais, les Xers disent carte bleue. Non, PayPal, tu peux pas faire des paiements mobiles. Avec, alors, ils ont une carte bleue. Moi, j'ai une carte bleue, une carte bancaire. Putain, j'ai une carte bancaire PayPal. C'est vachement bien. Mais par contre, c'est pas compatible Apple Pay. C'est pas compatible paiement mobile. Oui, oui, je sais que beaucoup de monde dit encore carte bleue. Hein. Mais on doit dire carte bancaire maintenant. J'ai 22 ans, je dis toujours carte bleue. Ah bah, bon, bah alors, c'est pas qu'une question de génération. Lydia, oui, oui, non, ne confondez pas paiement mobile et paiement sans contact.
Oui, par exemple, la carte bleue de Lydia, la carte bancaire de Lydia ou de PayPal permet le paiement sans contact, mais ça permet pas le paiement mobile en fait. C'est-à-dire, paiement mobile, c'est quand vous mettez votre smartphone sur tac, je viens de vous payer. Regardez, je vous ai tous versé 1 000 euros. Tac. Il y en a deux, trois qui sont là. Hein, quoi? Comment? Quoi? Allez, je vous rajoute 500 balles. Pim, avec mon Apple Watch. Voilà. C'est fou, hein? J'ai rien reçu. Bah pourtant, il y en a chez qui ça a marché, hein. Ouais, bizarre, hein. Peut-être que ta banque est pas compatible avec mon argent. Donc vous êtes fin du sondage, vous êtes 55% à utiliser Apple Pay. Vous êtes 29% à ne pas utiliser le paiement mobile. Vous êtes 10% à utiliser Google Wallet. Vous êtes 4% à utiliser un autre système de paiement mobile. Et vous êtes 2% à utiliser Samsung Wallet. Cédric est au courant? Non, mais il va l'être, hein. Vous êtes combien là aujourd'hui? Qu'on fasse un petit calcul. Donc vous êtes 829 là actuellement. Donc je viens de dépenser 829 000 euros. Ah, on les a pas. On les a pas. Plus la prime pour les modos, bien évidemment, hein. Ah non, là, c'est pas une belle OP qu'il va falloir. Là, c'est. Là, c'est. Je sais pas comment on pourrait faire pour avoir cet argent-là. Red Shadow Legend, il faudra en faire là. C'est du 24 heures Red Shadow Legend non-stop, 24 heures sur 24, quoi. Quoi? Naotech ne gagne pas 1 million par mois? Mais non, on est nul. On est nul. Ah oui, on va demander à HelloFresh. Mais vous verrez, HelloFresh, c'est tellement mieux que 1 000 euros. Vous n'allez pas perdre au change. Un Twitcher ivre, il paye ses viewers. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ou alors, ouais, on vous fait crowdfunder les 1 000 euros. En fait, si vous nous versez 1 000 euros, on vous reverse 1 000 euros. Ah là 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 là. Que d'idées incroyables. Ça fait pas un peu old school, c'est des streamers qui donnent leur numéro de carte bancaire en live. Tout à fait. Vends les photos de tes pieds. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Bon, sur ce, nous allons passer à l'article suivant. Article suivant. Nous allons parler d'une histoire qui aurait pu être dramatique. Encore une histoire d'Apple Watch. Mais c'est quand même des histoires assez incroyables. Et c'est vrai que c'est une pub incroyable pour l'Apple Watch. Vous le savez, hein, les Apple Watch de cette année intègrent une fonction de détection de collision de voiture. Et ben, là, on a le cas de quelqu'un qui a été sauvé par son Apple Watch. Et du coup, il a remercié... Enfin, je ne vous en dis pas plus. Je vais vous lire l'histoire. Vous allez voir. Sur les dernières montres connectées d'Apple, une nouvelle fonctionnalité a été introduite. Le Crash Detection. Assez longtemps considérée comme peu utile, cette nouvelle option a pourtant bel et bien sauvé des vies. Le soir du 14 octobre 2022, un certain, alors c'est son pseudo sur Reddit, Carnivoroustako, a failli perdre la vie alors qu'il roulait à 70 miles, 113 km/h. L'un des pneus de sa voiture a explosé. Le véhicule a quitté la route et il s'est planté dans un poteau téléphonique. À 113 km/h, voilà, c'est très violent.
L'homme est coincé au milieu de nulle part avec son poignet, son Apple Watch série 8 qui a vibré légèrement. Elle a appelé les secours automatiquement. C'est son dernier souvenir. Sans cet appel d'urgence automatique, cette personne sur Reddit déclare qu'il n'a aucune idée du nombre d'heures qu'il aurait passé coincé seul. Vu la violence et la soudaineté de l'accident, l'internaute a perdu connaissance. La première chose dont il se souvient à son réveil, c'est la sensation de son corps en train de se balancer sur une civière. Donc en gros, son Apple Watch a détecté, donc c'était une Apple Watch série 8, elle a détecté l'accident, elle a appelé les secours sont venus, ont ramassé le pauvre gars qui est pas en bon état, hein, je vous épargne les détails, mais il est vivant. Suite à ce chapitre particulièrement intense de la vie du jeune homme, il décide d'envoyer un petit mail à Apple. L'idée n'était pas de gratter des faveurs de l'entreprise en leur montrant de la bonne pub qu'il leur avait faite, mais il voulait simplement remercier Apple. C'est ici qu'il nous dévoile son véritable nom, il s'appelle Nolan. On peut comprendre que si un objet électronique vous sauve la vie, vous ayez quand même une forme de gratitude pour la personne qui l'a fabriqué. Donc c'est pas une question d'Apple fanboyisme ou de leur faire de la pub, il a juste voulu envoyer un petit mail pour remercier Apple. Et bien, grosse surprise, non seulement Apple lui a répondu, mais c'est Tim Cook en personne qui a écrit un petit message et qui lui a écrit, donc on a la traduction du message. Nolan, je me réjouis d'apprendre que vous allez bien après ce terrible accident. Merci infiniment d'avoir partagé votre histoire avec nous. C'est exactement pour ce genre de situation que nous avons développé cette fonctionnalité. Portez-vous bien en vous souhaitant le meilleur, Tim. Cool! Ça aurait pu être une invitation au barbecue, mais c'est déjà cool d'avoir un petit mot, quoi, quand même. Quand on est fan d'Apple, un tel message réchauffe le cœur pour sûr. Moralité, si vous avez un smartphone ou une montre connectée capable de détecter les accidents de voiture, gardez cette fonctionnalité activée. On se croit toujours intouchable jusqu'au jour où le crash detection peut vous sauver la vie. Alors, je sais qu'en Europe, il y a des crash detection qui sont déjà intégrés aux nouveaux véhicules. Donc, c'est pas forcément, mais après, ça dépend si vous avez un véhicule récent ou pas. En plus, on va dire que la redondance peut être pas mal. Ça me fait penser à un truc, et c'est intéressant. Je devrais le noter puisque je suis en train d'écrire ma vidéo à quoi sert une Apple Watch en 2022. En fait, il y a de plus en plus de fonctions dans une Apple Watch que, et on vous le souhaite, vous n'utiliserez pas. C'est-à-dire la communication par satellite pour avertir quand vous êtes vraiment perdu ou en situation de danger, la détection des accidents, la détection, la prédétection des chutes, enfin la détection des chutes, le fait aussi l'analyse de votre marche pour voir s'il y a des problèmes moteurs. En fait, il y a plein de fonctions dans l'Apple Watch qui, on vous le souhaite, ne se déclencheront jamais en fait. Et c'est vachement intéressant. En fait, c'est comme un airbag. Un airbag, vous ne le testez pas. Quand vous achetez une voiture, vous ne déclenchez pas l'airbag pour voir si ça marche. D'abord, vous allez vous faire péter les tympans. En fait, il y a beaucoup de trucs, quand on y réfléchit, sur une Apple Watch, vous ne les verrez pas. Ou alors, si vous les voyez, c'est que justement, vous avez eu un problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait la dernière vidéo, Villebrequin? Ils ont fait l'accident. Putain, ils nous ont même pas contactés pour l'accident avec l'Apple Watch. Ah oui, Pierre s'est fait péter l'oreille avec un airbag. Ouais, non, les airbags, ça se teste pas. Hein. Ils ont roulé sur des jantes. D'accord. Non, je croyais que vous avez fait le crash test avec l'Apple Watch. Je le dis pour ceux qui pensaient que Villebrequin allait nous appeler pour faire la vidéo avec l'Apple Watch. Ils nous ont pas appelés. Hein. Non. On est trop petits, on n'existe pas, nous. Cet hiver avec le verbe... Alors, a priori, ça, c'est tout l'enjeu d'une Apple Watch. C'est régler ce genre de truc pour pas que ça se déclenche de manière intempestive. Alors, on avait parlé la semaine dernière de ces histoires que la détection d'accidents se déclenchait sur les manèges.
les montagnes russes, ces trucs-là. C'est à relativiser. C'est arrivé manifestement à certaines personnes, mais pas tant que ça. T'avais qu'à faire le Grand Prix. Mais on m'a même pas invité. Je sais pas si je serais allé. Parce que alors moi, Formule 1 ou Formule 4, les courses automobiles, pas mon truc. Après, si l'Apple Watch sonne à chaque fois que vous arrêtez un feu rouge, c'est peut-être pas à cause de l'Apple Watch. J'ai pas compris. Euh, Les questions sur le matos, AirPad, iPad Air 2 et tout ça, fin de l'émission. Fin de l'émission. Là, on est dans un article spécifiquement sur l'Apple Watch. Ok, c'est l'ABM qui a déclenché l'airbag passager en pleine circulation. Ah ouais, ouais. Enfin bref, mais c'est très intéressant là, l'insight que je viens de développer pour l'Apple Watch. Il y a de plus en plus de fonctions. On espère que vous les utiliserez jamais en fait, c'est un Apple Watch. Alors, et ça, c'est bizarre parce que vous achetez un truc, vous avez envie de tester les fonctions. Moi, je me souviens quand il y avait la détection de chute, j'aurais aimé être une petite caméra chez mes collègues parce qu'on a tous essayé de faire des chutes pour déclencher la détection de chute et on n'y arrivait pas. Ils détectent des chutes bien particulières quand même, hein. Alors moi, ça s'est déclenché une fois. C'était pas une chute. Merde, j'arrive plus à me souvenir quand ça s'est déclenché. C'était pas vraiment une chute. Mais je crois que j'ai tapé un mur. Je crois que j'étais avec un carton. Et j'ai eu une alerte me disant est-ce que vous avez chu. Bah, je sais pas si j'ai chu. Ou que tu chois bien. Hein. C'était Raymond DeVos, ça, le sketch. Ou c'était peut-être pendant les travaux, ouais, je sais plus. En tout cas, moi, j'ai vraiment essayé, quand il y avait la détection de chute, de faire des chutes. Genre, je m'évanouis, je tombe par terre, machin. Je me souviens à l'atelier, on essayait de le déclencher, ce truc. Il se déclenchait pas. Il est réglé pour détecter une vraie chute, quoi. Non, je n'ai pas essayé dans les escaliers, non. Mon ami a chuté sur un chemin côtier. Ça marche instantanément. D'accord. Moi, ça s'est déclenché en sautant en bas d'une échelle. J'étais seul à l'atelier et heureusement, je n'ai pas eu ce problème. Mais j'ai eu l'alarme. Ok, intéressant. Je pense que moi, ça serait déclenché quand moi j'ai fait une grosse chute d'échelle, mais j'avais pas mon Apple Watch. Il n'y avait pas la détection de chute à l'époque. Mais là, je pense que j'aurais eu parce que j'ai fait une bonne chute de 4 mètres avec mon échelle là à l'époque. Karina aurait dû te faire un croche-pied pour laisser tomber. Mais non. Mais vous me voulez pas de mal, j'espère. Étant en fauteuil roulant, Tiblasseur qui nous dit étant en fauteuil roulant, je suis tombé il y a 2 ans avec des écouteurs, un smartphone et une montre sur Wear OS. J'ai reçu une alerte, mais je ne sais pas quel appareil, lol. Je pensais que ça allait donc. J'ai annulé, mais tu t'es quand même cassé le fémur. Ok, donc oui, oui, non, mais maintenant la détection de chute, c'est sur plein de produits différents, hein. À partir de quel Apple Watch les chutes? Je voudrais pas me tromper, mais c'est pas à partir de l'Apple Watch 5 la détection des chutes, je crois, hein. Depuis la 4. Ouais, c'est la 4 ou la 5, je pense. Donc c'est sur la 4, ok. Jess nous confirme, tu l'as sur la 4.
Un camp, un saut à l'élastique, Naotech. Ah, mais jamais. C'est vraiment le truc qui m'attire pas du tout, le saut à l'élastique. À la limite, un saut en parachute. Faut voir. Mais alors, sauter comme un saucisson avec une corde au pied, comme un poids mort, not on my... Enfin, faudra me passer sur le corps pour que je fasse ça. Faudra me pousser. Hors de question que je fasse ça. Over my dead body, oui, je cherchais l'expression. Parapente, tu sais, en habitant à côté de Grenoble, les accidents de parapente, il y en a quand même beaucoup, beaucoup. Hein. C'est un sport un petit peu dangereux quand même, le parapente. Alors peut-être en duo, oui, pourquoi pas. Je sais pas, j'ai pas eu l'occasion. Not on my watch, c'est très bon ça, Kiwa. Hein? Not on my watch. Ouais, bon, je flipperais ma race, hein, un saut en parachute. Hein. Mais si je dois choisir entre un saut en parachute et un saut à l'élastique, c'est clairement en parachute que ça m'intéresserait plus. Hein. Non, non, mais commencez pas à vouloir. Pourquoi vous avez ce plaisir sadique? C'est une question que je vous pose. Vous avez un plaisir sadique à vouloir faire du mal ou que des gens souffrent constamment. Vous essayez, ah Jérôme, on va te faire tomber, on va te faire un croche-patte, on va te lancer d'une falaise, on va te mettre dans une voiture, on va la balancer contre un arbre. Pourquoi vous avez ce plaisir de la souffrance? Pourquoi? Parlez-moi un petit peu de vous. Qu'est-ce que vous avez expérimenté quand vous êtes enfant? Pourquoi vous prenez du plaisir dans la souffrance de l'autre? C'est pour la science. Aïe, 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 aïe. Il y en a deux qui ont répondu, c'est pour la science. Ben faites-le vous. Faites-le vous. Allez sauter en parachute. Pourquoi, quand vous voyez quelqu'un dans une petite fenêtre qui a l'air d'avoir un certain nombre de gens qui le regardent, vous dites, ah bah tiens, je vais le balancer d'un avion, lui. Juste pour voir ce que ça fait. Parce que le lancer de caca, ça marche pas online. Mais j'ai pas envie de sauter. J'ai pas envie de sauter, les gars. Hein. Et je fais ce que j'ai envie. Hein. Il faut qu'on te pousse à tester plein de trucs. Mais pas du tout. Franchement, j'ai pas du tout besoin de vous. On a du mal à réaliser que tu es un être vivant à part entière et pas juste un tronc présentateur de Naotech. T'imagines, je me lève et à partir d'ici, il n'y a plus rien. Il faut faire le pari bourré. Là, c'est obligé de le faire. Vous êtes bizarres, les gens. Vous êtes bizarres. Tu m'étonnes que les Romains aimaient les combats de gladiateurs. En fait, vous aimez bien voir les autres souffrir. Ah non, Pierre, alors j'aime pas du tout ça. Moi, le Z-Event, si je devais avoir des... Merde, comment ils appellent ça? Enfin, je ferais pas des trucs genre, si vous donnez tant, je vais me balancer en parachute. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Non. Non, les donation goals. Non, non, non. Je ferais pas ça. Si vous atteignez tel donation goal, je fais un mug tous les matins de la semaine à 8 heures. Pas souffrir, juste tomber. Donation goal, je mange un croissant en direct. Exactement. Je me fais donation goal, je me fais un bon resto. Ça c'est du bon donation goal. Ah ouais, non, mais en fait, ouais. Je ferais des donation goals comme ça. Pour tel argent, je pars en vacances.
Aïe, aïe, aïe. À Donation Gold, je finis l'émission à 9h30 toute la semaine. Waouh! Ça serait dur, ça. Ça serait très dur. Ouais, ça serait un bon Donation Gold, hein. Tout à fait, tout à fait. Allez, on passe à l'article suivant. C'est bien, les graviers, mangez-en. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de mettre votre iPhone en mode économie d'énergie tout le temps. Gare au gros ralentissement. Le mode économie d'énergie de l'iPhone est-il utile? Voilà un débat qui revient souvent dans la rédaction de Numérama. Sur les réseaux sociaux aussi, le mode économie d'énergie divise. Quand on effectue une recherche sur Twitter, on remarque qu'il y a autant de tweets viraux qui l'encensent que de messages de haine à son égard. Encore plus amusant, certains inventent des combines pour l'activer automatiquement dans certaines applications, avec la conviction totale que cela leur permet d'optimiser l'autonomie de leur téléphone. Est-ce vraiment le cas? Dans cet article, nous allons vous expliquer à quoi sert vraiment le mode économie d'énergie. Je le sais, certains d'entre vous, parce que j'en vois qui parlent de ça. Ouais, moi, quand je lance telle appli, j'ai lancé un truc, ça me met en mode économie d'énergie, comme ça, j'économise ma batterie. Ben, en fait, non. C'est pas comme ça que ça marche. Pour rappel, le mode économie d'énergie s'active manuellement depuis les réglages batterie ou depuis le centre de contrôle de l'iPhone. Apple suggère aussi de l'activer lorsque l'iPhone tombe sous la barre des 20% et le désactive une fois arrivé à 80%. Ce n'est pas un mode que l'on peut activer tout le temps. Il finit toujours par se désactiver automatiquement au bout d'un moment. Qu'est-ce qui se passe quand vous mettez votre iPhone en mode économie d'énergie? Le processeur de l'iPhone est bridé d'environ 50%, ce qui peut faire planter certaines applications ou certains jeux, et de gros ralentissements peuvent subvenir. La luminosité de l'écran diminue et ne montera pas aussi haut que d'habitude si vous entrez dans un endroit très lumineux. L'iPhone passe en veille au bout de 30 secondes d'inactivité. Certains effets visuels sont volontairement supprimés pour vous donner l'impression que votre iPhone est moins fluide, moins d'animation réduit un peu la consommation de l'iPhone. Les tâches en arrière-plan, synchronisation des photos iCloud, téléchargement automatique des applications musique et la réception des mails en push s'interrompent. Et les iPhones compatibles 5G se contenteront de 4G, sauf en cas de streaming vidéo. Ils consomment donc normalement. Il y a également sur les iPhone 13 Pro et 14 Pro, donc les plus récents, le taux de rafraîchissement de l'écran passe de 120 Hz à 60 Hz, comme sur les autres iPhones. On a alors l'impression qu'il est très lent, mais il ne s'agit que d'une différence visuelle. Sur l'iPhone 14 Pro, l'écran toujours allumé est désactivé quand vous êtes en mode économie d'énergie. Donc, en fait, la fonction, ce que vous faites, son impact peut être très limité. Prenons l'exemple d'une automatisation pour passer plus de temps dans une application en l'activant automatique nous semble par exemple ne pas tenir la route. Certes, les animations seront moins belles dans l'application, mais la même quantité de données sera téléchargée à chaque fois, d'autant plus que, et là ils prennent l'exemple de Grindr, n'a pas besoin d'une grande puissance pour fonctionner. C'est surtout dans un jeu ou une application gourmande en ressources que la différence pourrait être notable. Souvent, le mode économie d'énergie n'est qu'un bel effet placebo. Ah, ça dit les termes, Numérama. Hein. Le mode économie d'énergie peut être pratique, mais en réalité, n'effectue assez peu de changements et ne double pas votre autonomie. Donc, vous voyez, on a ces croyances, et moi aussi, je pensais que ça allait doubler ma batterie. Parfois, il me disait, tiens, pour que ça tienne, là, j'ai 50% de batterie, je me mets tout de suite en économie d'énergie. En fait, c'est plus l'usage de votre smartphone qui va vous permettre d'économiser de l'énergie. Si effectivement vous continuez à l'utiliser, même en mode économie d'énergie, vous continuez à l'utiliser en abondance, eh bien, il ne marchera pas mieux dans la soirée. Vous aurez perdu votre batterie. Donc, moi, je l'ai laissé en automatique. En gros, il se met en économie d'énergie quand je descends en dessous de 20%. Et en fait, c'est plus pour moi, quand je vois ce truc jaune,
Je me dis, putain, il faut vraiment que je charge mon iPhone. Donc je l'utilise plus comme un truc genre, ok, là, il faut que je charge. Euh, mais si je vois que à 10 heures du matin, je suis à 50% de batterie, je sais que je vais avoir un problème le soir, je me mets pas en économie d'énergie. J'essaye de trouver un moment dans ma journée pour recharger le smartphone, en fait. Et j'ai aussi une batterie pour le recharger dans mon sac. Donc, c'est votre sobriété énergétique sur votre smartphone qui déterminera plutôt la durée de vie de la batterie dans la journée que d'enclencher le mode économie d'énergie. Avec un bridage de 50%, ça devrait quand même faire une différence. En fait, ça dépend ce que tu fais, Nali Eric. Bien évidemment, si tu es en train de jouer aux jeux vidéo sur ton iPhone, gros jeu vidéo 3D, et que tu bascules en mode énergie, le jeu va être vachement ralenti. Les images vont être ralenties, tout ce que ça tire sur le processeur va être ralenti. Là, tu la sentiras, l'économie d'énergie. Mais si tu es en train de faire quelque chose qui ne bouffe pas, de toute façon, même 50% de la puissance du processeur, tu verras pas la différence. Alors, Fanny, moi j'ai quand même constaté que quand je suis en vacances dans un pays étranger et que je sais que j'ai beaucoup de photos et de vidéos que je veux faire et qu'on va terminer tard le soir, j'avoue que de déclencher le mode économie d'énergie m'a permis parfois de grappiller 1 heure de plus d'autonomie sur mon iPhone, quoi. Ah oui, Twitch est un gros consommateur hein, de batterie, hein. Ça, c'est vrai que si vous regardez le stream et si vous avez la possibilité, quand vous regardez du Twitch, essayez de vous brancher sur secteur, hein. Le truc qui bouffe le plus de mon expérience à moi, en dehors du jeu vidéo, le truc qui bouffe le plus, c'est le roaming. Le roaming, c'est pour ça que quand vous prenez le train et que vous laissez activer la fonction cellulaire, le roaming, en fait, c'est le principe de sauter d'une antenne à une autre en réception. Donc il est constamment en train de chercher les antennes autour de lui et de sauter de l'une à l'autre pour garder la connexion. Donc quand vous vous baladez en train, surtout en TGV, il est constamment en train de changer de réseau, en fait, d'antenne. Et ça bouffe énormément de batterie. Énormément, énormément de batterie. C'est du handover. C'est pas le roaming. Ouais, après, je suis pas un spécialiste. Mais je crois que ça s'appelle le roaming. Hein, le fait qu'un téléphone cellulaire puisse passer d'une antenne à une autre de manière dynamique. Je crois que ça s'appelle le roaming. L'itinérance. Ouais, peut-être qu'en français, ça se traduit par itinérance. J'en sais rien. Le roaming, c'est le changement d'opérateur. Ah, d'accord, ok. Ok, bon, bah, je me suis trompé de terme. J'ai quand même un doute. Je cherche. Il me semblait bien que roaming. Le roaming est une fonctionnalité qui permet à l'utilisateur d'utiliser son téléphone mobile, un smartphone, une tablette, même si le réseau de votre opérateur n'est pas disponible. Elle permet au téléphone d'envoyer des SMS d'accéder à Internet lors des voyages dans les pays étrangers ou dans les zones peu couvertes. D'accord. En fait, c'est plus... ouais, c'est l'itinérance. En fait, c'est plus le fait de pouvoir utiliser le réseau d'un opérateur différent et pas de sauter d'une antenne à une autre. Effectivement. Si j'ai bien compris. Bref, ce qui consomme beaucoup, et je suis pas sur la bonne caméra,
Ce qui consomme beaucoup, retenez-le, euh, c'est de laisser la 4G ou la 5G activée sur votre smartphone dans le train. Ça, c'est un truc qui bouffe énormément de batterie. Euh, Ouais, moi je sais que chez moi, oui, mon smartphone il bascule directement en Wi-Fi et ça consomme beaucoup moins quand même que la 5G et tout ça. Pour économiser un peu plus, vous pouvez activer le mode Low Data Mode qui va complètement couper les updates background, réduire le. Oui, c'est vrai que tout ce qui s'update. Alors, les applis en tâche de fond ne consomment pas, hein. Mais certaines applis font de la réactualisation en tâche de fond, genre photo, etc. Ça, vous pouvez le couper effectivement avec le Low Data Mode. Ou il y a plein d'applis qui vous disent si vous êtes en cellulaire, ne télécharge pas, ne télécharge que quand on est en Wi-Fi. Peut-être ne pas utiliser la 5G si on n'en a pas l'utilité. Oui. Après, moi personnellement, j'ai pas le temps de choisir mes réseaux. Donc je suis en 5G quand il y en a. J'aime bien. Regarder le mug dans le train, je conseille pas. Je conseille vraiment pas. Oui, si vous mettez en mode économie, vous enclenchez le low data, c'est ce que je disais. Voilà, en tout cas, pour cette news. Il est déjà 9h11, il va falloir qu'on avance un petit peu. Je voulais juste quand même, et c'est la dernière news, vous montrer effectivement, on attend, certains d'entre vous attendent la sortie de Call of Duty Modern Warfare, qui sort normalement le 28 octobre. Ah pardon, non, le 28 octobre. Vous avez fait une faute de frappe, jeu actu. Le 28 octobre sort donc Call of Duty Modern Warfare 2. En revanche, la campagne solo est déjà accessible en early access pour certains joueurs. Et je voulais vous montrer quand même, il y a une mission qui se passe à Amsterdam qui s'appelle Tradecraft. Et je voulais quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Moi, je connais pas bien les, pas les Total War. Euh, Ces jeux, enfin, j'ai pas joué, mais là, j'avoue, et justement pour être allé à Amsterdam récemment, euh, c'est bluffant. J'étais, je crois, dans ce coin-là. Après, ça se ressemble pas mal. Mais si vous êtes allé à Amsterdam, regardez un peu le truc, quoi. C'est dingue, hein. C'est quand même assez bluffant, hein. Non, c'est pas le quartier rouge. Le quartier rouge, il n'y a pas de... Si je... on est passé 2 minutes au quartier rouge, un glauque. Mais c'est pas là où il y a les canaux, hein, je crois, le quartier rouge. C'est quand même... Alors oui, on est d'accord que les personnages, c'est pas mal, mais c'est plus l'architecture, les jeux de lumière et la précision de l'architecture qui est assez folle, quoi. Il y a les canaux à côté du quartier rouge, mais le quartier rouge ne borde pas un canal. Ah oui, là c'est dans le gameplay. Là vous êtes dans le jeu, hein. C'est la mission en fait en train de se dérouler, hein. Franchement, c'est pas mal, hein. C'est plus dans le coin du musée Anne Frank, ça, d'accord. Le jeu, alors là, je sais pas, il sort toute plateforme, je crois, hein. Mais là, ça tourne sur quelle plateforme? J'ai pas l'info. Il donne pas l'info.
de sur quelle plateforme ça tourne. Mais ouais, ça a l'air assez sympa quand même, hein. Là, c'est sur console. Ok, d'accord. Cet extrait-là est sur console. Donc certains d'entre vous sont pas mal au courant. Voilà, un petit partage plaisir. Petit partage plaisir. On va passer au camp de fac. Vous allez pouvoir poser des questions. Je vais peut-être pouvoir y répondre. Mais avant ça, nous allons parler effectivement de notre nouveau sponsor HelloFresh. HelloFresh, alors attendez, je sors ma petite fiche parce que c'est la première fois quand même que je vais parler d'HelloFresh, donc il ne faut pas que je me plante. Et justement, en fait, je vais découvrir HelloFresh avec vous. Ça fait pas mal de temps que j'en entends parler. Ça a l'air sympa. Nous, on est très contents de les accueillir en sponsor dans le mug. Vous le savez, nous, on aime bien cuisiner. On sait aussi, on est des convaincus que manger des plats cuisinés, c'est mieux pour la santé, c'est mieux pour le plaisir. Mais c'est pas toujours évident. Il y aura toujours des pères la morale qui vont dire mais il faut aller faire ses courses, machin. Mais c'est pas toujours évident de cuisiner des bons petits plats régulièrement. Ça demande une logistique en termes de courses. On se retrouve à jeter plein de produits frais parce que on n'a pas pris les bonnes quantités. Ça veut dire que quand vous partez faire vos courses, il faut réfléchir aux recettes de la semaine avant, se faire sa petite liste, etc. Bref, pour certains d'entre nous, la vie est compliquée. On n'a pas ce temps-là. Pourtant, on aimerait manger des bons petits plats. On aime bien, on n'est pas réticent à l'idée de cuisiner, mais c'est plus la corvée des courses, le problème de gâchis, de jeter des trucs qu'on a achetés frais et puis finalement on les a pas cuisinés, qui nous bloque. Et ben c'est là où HelloFresh, ça peut être super intéressant. Le principe d'HelloFresh, tel que je le comprends, parce que moi j'expérimente avec vous, on va voir justement la première commande. Le principe d'HelloFresh, c'est que vous payez un abonnement et en fait, HelloFresh va vous permettre de choisir un certain nombre de recettes par rapport au nombre de gens que vous êtes dans votre foyer, un certain nombre de recettes, 3 recettes pour la semaine, 4 recettes pour la semaine, etc. Et vous livrez tous les ingrédients, exactement le nombre d'ingrédients qu'il vous faut, avec les recettes pour cuisiner chez vous, en fait, ces plats. Donc, en fait, c'est des courses basées sur des recettes. Donc, c'est des plats, effectivement, frais que vous cuisinez vous-même. Ça vous évitera effectivement d'acheter des plats cuisinés qui valent hyper cher et qui sont souvent assez malsains, bourrés de conservateurs, de sucre et de sel, et pouvoir faire votre cuisine vous-même. Attendez un peu pour vos questions. Je vais d'abord vous montrer effectivement comment ça se passe. Alors, je vais vous montrer... alors, je ne vous fais pas tout l'onboarding de l'application, mais je vais vous montrer comment ça s'est passé pour moi. Comme je veux vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur d'une box HelloFresh, j'ai déjà fait ma commande parce qu'il faut commander un certain nombre de jours en avance et choisir son jour de livraison. Après, on dit, pour 2 personnes, je voudrais 3 repas dans la semaine. On peut choisir l'heure de livraison. Alors, il y a des heures qui sont gratuites, il y a des heures qui demandent un supplément, mais au moins, on peut déterminer assez précisément l'heure où on veut se faire livrer sa box. Et on choisit un certain nombre de recettes qui sont... non, je fais attention. Il y a un certain nombre de recettes qui sont proposées chaque semaine. Alors moi, cette semaine, comme j'ai dû commander hier pour pouvoir les recevoir jeudi, pour vous montrer l'unboxing vendredi, j'ai choisi en fait les recettes de la semaine dernière, mais je vais vous montrer les recettes pour le jeudi prochain,
Pour l'instant, j'ai mis le jeudi comme jour de livraison, mais après, je peux changer. Je précise aussi que je peux arrêter, bien sûr, l'abonnement quand je veux, ou le suspendre, ou changer le nombre de personnes. Enfin, c'est un abonnement, mais c'est ultra mobile, ultra souple. Là, par exemple, moi, j'ai choisi sandwich à l'italienne, qui est de la street food pour la semaine prochaine, pour jeudi, des nouilles sautées, crevettes et aux légumes, et une cuisse de poulet à l'estragon et pommes de terre. Et en fait, chaque recette va vous montrer ce qui va m'être livré. Donc, je vais être livré d'une gousse d'ail, hein, pour ceux qui ont acheté des grosses gousses d'ail qui pourrissent sur un crochet, parce qu'ils l'utilisent qu'une fois tous les 3 mois. Mon oignon, une courgette, les pommes de terre 500 grammes, l'estragon 3 grammes, la cuisse de poulet, la crème fraîche, le chou calé. Alors, il précise quand même ce que moi je dois fournir. Il n'y a pas tout. Il faudra un bouillon de poulet, il faudra de la farine, il faudra de l'huile d'olive. Mais bon, ça c'est des choses que j'ai en fait déjà chez moi. Poivre et sel. Et ensuite, je vais être guidé pas à pas pour la préparation. Donc, j'ai des photos. Alors, l'appli iPad, là, vous ne voyez pas en fait. Si, vous voyez. L'appli iPad, elle n'est pas ultra optimisée. C'est plus fait pour marcher. La recette est plus faite pour fonctionner sur un iPhone. Donc, voilà, vous avez les timers. Donc, vous pouvez être accompagné pas à pas. Les gousses d'ail, ça pourrit pas? Ah, bah, je suis pas d'accord. Moi, j'ai des gousses d'ail qui deviennent noires si je les utilise pas ou qui germent. Bref. Voilà un petit peu le principe. Hein, et après, vous commandez. Alors, on va choisir ensemble, pour que vous compreniez bien le truc, ce que je vais prendre pour jeudi prochain. Alors, jeudi prochain, là, en fait, j'ai le choix entre des plats qui vont pas me demander de supplément par rapport à ma box. On va parler du prix après. Hein. Je peux prendre du lieu à la meunière avec une tombée d'épinards ou un risotto au pesto et chèvre frais ou des conchigli pesto rosso et fromage grec. Mais je peux aussi, en ajoutant un petit peu, prendre d'autres plats. Vous voyez, ici, si je prends le burger pulled pork et cheddar, ça sera 3 € de plus que mon abonnement pour avoir cette recette. Si je veux un pavé de bœuf et salsa verde à l'italienne, ça sera 3,49 € de plus. Si je veux le mijoté d'agneau, enfin, vous avez compris le principe, quoi. Hein, une petite saucisse de Toulouse, purée et beurre noisette. Alors, intéressant, et ça, je l'ai découvert ce matin, c'est qu'il y a des recettes aussi qui sont efficientes. Vous voyez, quand il y a le petit éclair, là, à côté du 25 minutes, à gauche, c'est des recettes qui vont vous demander moins d'énergie, en fait. D'énergie électrique ou même gaz ou quoi que ce soit. Moins de temps de cuisson, en fait. Vous pourrez aussi décider si vous voulez du végétarien, des plats plutôt frais, froids, chauds. Enfin, vous voyez, végétarien, rapido, moins de CO2 aussi, hein, des recettes qui permettent de consommer moins de CO2. À préciser, là, je précise un peu beaucoup de choses en vrac, mais que ils sont très, très regardants sur effectivement le côté écologique des choses. En fait, tous les ingrédients d'HelloFresh, c'est sur des circuits courts. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment chercher vos carottes sur le circuit le plus court possible. Donc, en tout cas, ça, c'est ce qu'ils affirment sur leur site. Vous enverrez l'UCE faire l'enquête. Mais eux affirment que leur mode de distribution est moins polluant que le circuit de distribution traditionnel. Vous, avec votre voiture, qui allez au supermarché acheter des carottes qui viennent de Rungis. Voilà. Donc voilà, vous avez compris le principe. Pour choisir les plats, on regarde les plats qu'on peut prendre. Vous avez aussi, j'ai vu cette semaine, je peux me faire un carrot cake nappé de fromage frais. Il y a aussi donc des recettes de dessert ou des biscuits sablés en forme d'Halloween. Il y a aussi des plats tout préparés. Si vraiment vous avez la flemme cette semaine de cuisiner,
Ils font aussi des plats préparés, ils ont aussi des desserts, etc. Donc vous avez un petit peu l'ensemble du truc. On va parler un petit peu du prix et après je vais prendre vos questions. Je sais on est un peu long, mais on sera plus court les autres jours sur HelloFresh. Mais là je voulais quand même prendre le temps de vous l'expliquer et de prendre des questions parce que je trouve que c'est un sponsor intéressant et ça vaut le coup qu'on en parle un peu. Alors attendez. Pour des raisons de confidentialité, voilà, je suis obligé de ne pas vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Voilà, les paramètres de l'abonnement et on va pouvoir parler du prix, effectivement. En fait, la base en fait, d'un abonnement, c'est 39 euros. 39 euros pour 3 repas. C'est le minimum, en fait. Alors, là, vous voyez par exemple sur mon screenshot qu'il y a un supplément livraison. Ça, c'est parce que j'ai choisi d'être livré entre 20h et 22h. Donc, si vous avez une exigence sur l'heure de la livraison, vous avez un supplément. Mais si j'avais activé livraison, je crois, entre 8h et midi, j'aurais pas eu de frais de livraison. Je choisis donc le nombre de personnes. Et là, comme vous voyez, en plus, j'ai des réductions. Et c'est des réductions, justement, si vous faites point d'exclamation HelloFresh dans le chat, vous aurez le code de réduction que vous allez pouvoir appliquer ou même un lien si vous êtes vraiment flemmard. Et en cliquant sur le lien, ça va appliquer automatiquement le code de réduction pour pouvoir bénéficier jusqu'à 80 € de réduction sur vos 3 premières box, donc vos 3 premières semaines. Donc au minimum sur vos 9 premiers repas, vous aurez une réduc. Je lis quand même le code de réduction pour ceux qui nous écoutent en audio. Il n'est pas très joli le code de réduction, mais vous tapez en code de réduction POGHELLLOFR 499. POG Hello FR 499. Voilà. Alors, en fait, moi, si je vous propose de le tester, c'est parce que je pense qu'il faut rien accepter juste parce qu'un influenceur vous dit c'est bien HelloFresh. Il faut faire l'expérience vous-même. Grâce, effectivement, avec cette réduction, ça fait un essai à moindre frais. Moi, je vais tester comme vous. Je dirais aussi ce que j'en pense, même si, bien évidemment, c'est un sponsor. Donc, je ne vais pas non plus être totalement objectif. Et impartial, bien évidemment, vous le savez. Mais quand même, moi, l'idée me plaît parce que je fais partie des gens qui achètent souvent du frais et qui le jettent souvent à la poubelle parce qu'on n'a pas eu le temps de cuisiner. En gros, j'ai souvent l'intention de cuisiner et je ne le fais pas ou alors j'ai trop pris parce que je ne suis pas parti avec des recettes. Donc, je suis à peu près persuadé qu'économiquement, pour moi, ça sera plus valable HelloFresh que de faire des courses. Alors, on a certaines personnes d'entre vous qui l'ont testé. Toi, tu as essayé 6 mois, les plats sont vraiment bons. Le code de réduction marche juste en France. Ah, c'est une bonne question, je ne sais pas. Je crois qu'ils sont France-Belgique. Alors, en tout cas, c'est l'engagement qu'ils prennent, Morgane, c'est de se fournir en circuit court. C'est-à-dire que les carottes, ils ne vont pas les faire venir de Rungis si vous faites livrer à Toulouse. Voilà. Ils vont plutôt les chercher dans le coin de Toulouse. Et c'est vrai que d'avoir les quantités exactes pour cuisiner, je suis très curieux de voir, est-ce que je vais être frustré ? Parce que combien de fois on a jeté des fins de sachets de tomates, de la salade. C'est terrible la salade. Quand on n'utilise pas toute la salade, on se dit ouais, je vais la garder, je vais la manger plus tard. Et la salade, Bobo le maladroit, moi je suis abonné depuis plusieurs mois et c'est très valable. Je prends 5 repas pour 2 personnes par semaine et ça n'a pas augmenté ton budget mensuel pour la nourriture. Intéressant. Ce que j'avais adoré. Alors, vidéo cuisine de prévu, en tout cas,
c'est pas prévu dans l'opération qu'ils nous ont achetée. On verra. Le truc, c'est qu'on n'a pas vraiment de cuisine équipée pour vous montrer une cuisine. Et c'est quand même un petit peu confidentiel. Ne serait-ce que parce que, par exemple, moi, ma cuisine, si je mets une caméra, vous allez voir à travers les fenêtres. Et j'ai pas envie forcément que vous voyez où j'habite. Voilà. Alors, je pensais que quelqu'un allait poser la question. Quid du suremballage? D'après ce que j'ai lu, effectivement, HelloFresh fait vraiment très attention, le plus possible. Néanmoins, aujourd'hui, il y a des règles sanitaires en France qui font que quand tu envoies de la nourriture par correspondance, il y a des règles sanitaires qui sont assez strictes. Je pense que là, il va falloir que les règles sanitaires bougent pour qu'on puisse vraiment faire des efforts d'emballage sur des produits frais. Là, je n'ai pas de certitude. Il faudrait poser la question à HelloFresh directement, mais je pense qu'il doit y avoir un petit peu trop de plastique dans les box, mais c'est pas tellement pour d'autres raisons que des raisons sanitaires en fait. Comment on verrait mon adresse à travers mes fenêtres? Vous savez, enfin, je préfère pas vous inciter à le faire, mais aujourd'hui, avec une ligne de toit, on peut retrouver où habite n'importe qui. T'as arrêté à cause de la livraison. Alors, c'est livré dans toute la France. J'ai cru comprendre que les livraisons hors grande agglomération urbaine étaient un petit peu plus complexes, mais c'est faisable. Ça, c'est pour les citadins, la campagne, on préfère aller au magasin. Ouais. Enfin, si pour aller au magasin et acheter tous tes ingrédients, tu dois prendre ta bagnole. Surtout que c'est absolument pas incompatible. Enfin, moi, si je pouvais gagner du temps dans mes courses pour passer plus de temps chez mon fromager, chez mon boucher, parce que je vais pas faire tous mes plats non plus HelloFresh, tu vois. C'est juste une manière de repenser les courses. Non, mais sur Newt, on est un peu long aujourd'hui, mais je pense que c'est intéressant qu'on se pose toutes les questions aussi. En fait, il faut pas non plus penser les choses de manière monolithique. Vous n'allez pas faire tous vos repas non plus HelloFresh. Mais 3 repas par semaine, tu vois, moi, c'est pour ça que stratégiquement, j'ai choisi le jeudi ou le vendredi comme jour de livraison, parce que je vais être plus enclin à cuisiner le week-end, parce que j'aurai plus de temps, que la semaine, par exemple. C'est pratique ce genre de service, sauf quand la livraison te plante et que tu te retrouves avec rien à manger pour la semaine. Ah oui, oui, ça c'est les impondérables effectivement de la cuisine est faite où c'est toi-même il te livre les ingrédients en fait. C'est le principe de HelloFresh. Il te livre exactement la quantité d'ingrédients qu'il faut pour cuisiner les plats. Donc c'est quand même à toi de fournir les poêles, la main-d'œuvre, le sel, le poivre, le beurre. Il y a un certain nombre d'ingrédients, il le précise dans les recettes, qu'il faut avoir soi-même. Oui, écoute, Oxygène, je sais que les 80 euros, c'est un peu offert partout. On va dire que c'est un premier step avec HelloFresh. Euh, Après, je terminerai là-dessus, mais c'est intéressant qu'on en parle. C'est pas fait pour tout le monde. Euh, si vous, si vous, votre kiff, et vous avez le temps de faire des courses très précisément, et que vous avez un livre de recettes dans la tête, et que vous connaissez exactement les ingrédients qu'il vous faut, et que vous aimez planifier comme ça vos semaines très exactement, grand bien vous fasse. Vous n'avez pas besoin d'HelloFresh. Mais je pense à tous les autres qui, un peu par défaite, mangent soit des plats cuisinés qui sont pas ultra bons, soit se font livrer des plats cuisinés, ce qui est ultra cher et pas ultra bon pour la planète non plus.
Ça ne veut pas dire non plus qu'on va complètement arrêter, mais c'est une alternative que je trouve intéressante. Et je vais la tester. Certains d'entre vous la testeront peut-être en même temps. Donc ça y est, moi, ma commande, elle est partie. Vendredi, je vous montrerai l'unboxing. Cette semaine, on va vous rappeler le code HelloFresh pour ceux qui voudraient faire un test aussi. Et puis, vous nous partagerez également vos réactions là-dessus. Voilà. En tout cas, un grand merci à HelloFresh de nous aider à faire l'émission. Et on va faire un petit camp de fac pour terminer l'émission, un petit camp de fac rapide. Et c'est maintenant, et c'est tout de suite. Alors je vois, mais tant mieux, hein, il y a plein de questions sur HelloFresh. Moi je suis content que vous ne preniez pas les choses. C'est pas parce que je vous parle d'un produit que vous allez le prendre. C'est très bien de se poser des questions. Après, n'oubliez pas que nous sommes là pour relayer un message commercial de HelloFresh. Si vous avez des questions très spécifiques ou des problèmes de livraison, ne m'envoyez pas un mail en disant Jérôme, ils sont toujours pas venus me livrer là, HelloFresh. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Hein Hein J'en sais rien, moi. Voilà. Donc, non, mais en vrai, si vous avez des questions spécifiques, et on vous encourage à le faire, et je pense qu'ils seraient ravis de vous répondre, allez poser des questions à HelloFresh. Est-ce qu'on peut manger son repas dans un autre pays avec NordVPN? Tu fais ce que tu veux, KZ. Alors, un truc, oui, descente détox, bon, on va continuer à parler de HelloFresh si vous voulez, mais toutes les recettes sont archivées. Donc, même si un jour vous arrêtez HelloFresh, vous avez accès à leurs recettes et vous pouvez, si vous avez vraiment kiffé un truc, que vous avez vraiment aimé, vous pouvez vous acheter les ingrédients vous-même et refaire la recette, quoi. Donc ça, c'est cool. C'est pas toi, Jérôme, qui livre. Si, je prends la camionnette, là, tout à l'heure. Faut que j'aille chercher des carottes à Toulouse pour les remonter à Paris. Il y a les recettes en papier aussi dans la box. Alors ça, je voudrais voir. J'ai vu qu'il y avait les recettes en papier. Mais moi, à la limite, j'en ai pas besoin. J'ai tout sur mon iPad. Je préférais qu'on m'envoie les recettes en PDF. Oui, il y a les recettes en papier, mais est-ce qu'on en a besoin des recettes en papier? Alors, tu peux les garder, mais du coup, si tu reprends la même recette à un moment, est-ce qu'il te renvoie le papier? C'est symbolique, mais moi, de toute façon, j'ai plus de livres de cuisine papier, moi. C'est tout sur mon iPad. À la limite, qui me donne l'option, genre, je ne veux pas les recettes en papier. Dommage pour la Suisse, l'app est uniquement en allemand. D'accord, bah il faut leur dire. Oui, mais le tutoriel, je pense que ça serait bien qu'il y ait une case à cocher. Je ne veux pas les recettes en papier. Mais non, mais je m'en fous de les scanner. De toute façon, elles sont dans l'app, les recettes. Mais c'est plus, j'ai pas envie qu'on m'envoie du papier inutilement, en fait. Oui, Marion, elle a bien kiffé Bruxelles. Elle était contente. Mais vous lui demanderez demain. Elle est là demain. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, non, mais après, il y en a qui aiment mieux le papier. Hein. Ça laisse des questions. Bah, tu verras, Chat Noir, va sur leur site. Ils ont répondu très sérieusement sur leur bilan carbone. Ils compensent ce qu'ils ne peuvent pas éviter. Mais ils ont vraiment privilégié les circuits courts. Parce que réfléchis aussi à la logistique de ton système actuel. Je ne sais pas qui t'es, mais imagine tu vas à ton carrefour du coin avec ta bagnole faire tes courses chaque semaine. Tu achètes des fruits et des légumes qui viennent parfois de l'autre bout de l'Europe, qui ne privilégient pas les circuits courts, les supermarchés. Donc les légumes consomment énormément, je prends que l'exemple des légumes, consomment énormément de CO2 pour arriver dans ton carrefour. Donc, ça vaut le coup vraiment d'étudier. Si on a un système de livraison avec des entrepôts ville par ville, où tu vas chercher tes carottes au producteur le plus local possible pour réduire le CO2 et que tu livres directement, c'est des circuits courts, je pense que le bilan carbone peut être bien mieux
que le circuit de livraison, pas livraison, d'approvisionnement traditionnel. En tout cas, c'est ce qu'ils écrivent sur leur site. Je ne suis pas allé mener l'enquête. N'hésitez pas à aller leur poser des questions. C'est très très bien que vous soyez vigilants. Ça, j'apprécie beaucoup. Après, j'ai pas toutes les réponses. Nous, c'est juste un sponsor. On peut faire quoi avec les NT coins? Pour l'instant, pas grand chose si ce n'est les collectionner. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est. Faudrait qu'on réfléchisse. Non mais Arthur, on va au marché pour faire ses courses. T'as pas compris la démonstration. Mais je pense que reste cette semaine. Vendredi, vous verrez ce que j'ai reçu. Vous allez comprendre l'intérêt par rapport à des courses au marché. Vous avez encore vos caméras Panasonic? Ouais, on tourne essentiellement avec du Panasonic. Là, les caméras de live, c'est du Sony. Mais les tournages, c'est essentiellement du Panasonic. Et du Nikon. Et du Sony. Mais franchement, encore une fois, n'hésitez pas à aller poser des questions à HelloFresh. N'hésitez pas à aller leur lire leur site aussi, les engagements qu'ils prennent. C'est assez intéressant au niveau du CO2, hein, justement. Parce que moi, je suis comme vous, c'est la première question que je me suis posée. Ça me paraît pas bien écolo, tout ça. Ah, ils savent effectivement que ça peut être un problème. Non, on n'a jamais été affilié Nikon. On a fait une opération pendant 1 an et demi avec Nikon. Mais nous n'avons plus de lien financier avec Nikon. Nous sommes toujours des amis de Nikon. Et si on n'est pas là lors de la première livraison? Franchement, vous vous posez des problèmes, les gens. On peut choisir l'heure de livraison. Si t'es pas là, bah, je sais pas, je crois qu'ils envoient un SMS. C'est comme n'importe quelle livraison. Tu peux peut-être faire livrer chez la concierge, chez le voisin. J'en sais rien. Là, putain, vous vous posez des gros problèmes quand même. Hein, parce que derrière des courses au marché, je vais au marché, j'avais prévu de faire un truc avec des œufs de caille. Il n'y a pas d'œufs de caille au marché. Paf, toute ma recette qui tombe par terre. Si t'es pas là, il dépose au point relais le plus proche, voilà. Et si on se fait kidnapper et qu'on a perdu notre iPhone? Putain, sérieux. Aïe, 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 aïe. Non, mais encore une fois, je, je préfère que vous soyez circonspect et que vous faites attention. C'est pas parce que nous on fait une OP et qu'on vous recommande un produit que vous dites ah c'est forcément bien. C'est bien que vous posiez des questions. The Bear. Ah bah tiens Claricule, on termine là-dessus parce qu'il est 43. Euh, alors tout le monde n'aimera pas cette série parce qu'elle a un rythme très particulier. Mais effectivement, j'ai binge-watché The Bear sur Disney. C'est pas du tout une série sur les ours. C'est une série sur un resto à Chicago. En fait, c'est un chef cuisinier jeune qui, après avoir été dans les restos les plus fameux du monde, se retrouve un peu dans un diner dont il a hérité par son frère. Je vous spoil pas plus. On va dire, c'est un peu de la série d'arrêt d'essai. Dans les dialogues, dans le jeu des acteurs, dans les plans, dans le cadrage, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé. Très intéressant. Oula, oula, ça dérape dans le chat doucement quand même. Hein. Misogynie, bonjour. Je pose la question car pour la première fois on ne peut pas modifier la...
Ah si, moi j'ai choisi l'heure et la date pour la livraison, hein, Tsuna. Non, pas The Bar, The Bear, un ours en anglais. The Bear. Mais ça n'a rien à voir avec les ours. Bear, c'est pas... C'est B-E-A-R. The Bear. Sur Disney. Et les acteurs sont incroyables dans cette série. Mais bon, je préfère prévenir, c'est un style de série, hein. Tout le monde n'aimera pas. Non, j'ai pas encore essayé de périphéral. Non, c'est pas un ours qui cuisine non plus. Et c'est pas The Bear non plus. Oui, c'est Disney. Bref, vous voulez vraiment que ça dure plus longtemps que prévu. Sur ce, je vais vous quitter. On a passé un petit peu de temps sur le sponsor, mais c'était important pour la première fois. C'est bien que vous posiez des questions encore une fois, mais néanmoins, si vous voulez tester, c'est le moment. Si vous voulez aider la chaîne, utilisez notre code promotionnel en faisant point d'exclamation HelloFresh dans le chat. On va raider quelqu'un, bien évidemment. Qui qu'on va raider ce matin? Qui qu'on va raider? Qui qu'on va raider? Petit coucou à Samuel, tiens. Petit coucou à Samuel. Est-ce qu'il a démarré déjà? Oui. Il est en train de, ouais, il est en train de faire son émission. Allez, je lance un petit raid chez Samuel. Je vous fais des gros bisous. C'est Marion qui vous présentera le mug demain. Moi, je reviens mercredi. Guillaume, ça sera le jeudi. Et je vous retrouve le vendredi. C'est là où je vous montrerai l'unboxing HelloFresh. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Bye bye!